Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai trouvée plutôt drôle, un concept que je trouve un peu sympa. C'est ces livres que j'espérais voir devenir des 5 étoiles et qui en fait n'en sont pas. Ces livres desquels j'attendais un gros coup de cœur parce que soit le résumé m'intriguait, etc. Soit c'est un auteur, une autrice que j'aime beaucoup, soit tout simplement parce qu'il a été super bien vendu sur les réseaux. Je m'attendais à un truc de ouf et en fait, soit c'est juste une bonne lecture, soit pour pas mal de livres dans cette vidéo, c'est des énormes déceptions. On va aussi faire bien sûr le côté inverse, il y a des livres desquels je n'attendais absolument rien et qui ont été d'excellentes surprises, de très gros coups de cœur, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Let's go! On va commencer avec le premier livre. Je sais tout de suite qu'il ne va pas faire l'unanimité, je sais que c'est un 5 étoiles pour beaucoup de monde, je connais même des personnes qui ont ce livre en plusieurs exemplaires tellement elles ont aimé. Alors, je vais essayer d'attraper le livre, mais comme vous pouvez le voir, je suis kidnappée. Donc le premier livre en question, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, publié chez Lumen. Donc ça, c'est la version collector. Elle est encore sous blister parce que comme je l'ai lu avant la sortie du collector, je me suis racheté le beau collector, je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc je n'avais pas le livre. Donc c'est chose faite. Ça n'a pas été le coup de cœur auquel je m'attendais. Ce livre-là, on le voyait partout. Je crois que je l'ai lu en 2021 ou 2022, et à cette époque-là, c'était vraiment le moment où V. Schwab était en vogue. Tout le monde l'appelait Queen Schwab tout le temps et tout. Enfin, c'était vraiment un truc, quoi. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit the coup de cœur. Alors, j'ai adoré ce roman. J'ai adoré un personnage en particulier. Mais il y a d'autres choses que j'ai trouvé un petit peu moins bien. En gros, pour moi, ces romans-là, il se passe pas grand-chose. Ce sont des romans d'ambiance auxquels on adhère soit complètement à 100%, soit on déteste parce qu'on estime qu'il ne se passe rien, que c'est beaucoup trop long et en fait on finit par s'ennuyer. Étonnamment, moi je suis un petit peu dans l'entre-deux, j'adore les romans d'ambiance comme ça, et là j'avoue, j'y ai trouvé certaines longueurs qui m'ont un petit peu dérangée. Vers les deux derniers tiers du livre plus précisément, je trouvais que les passages étaient longs, les passages avec un des deux personnages principaux était vraiment beaucoup trop long. En fait, on va suivre Adi qui est condamnée à l'oubli. Toutes les personnes qu'elle rencontre l'oublient dès qu'elle leur tourne le dos. Elle ne peut pas graver son nom sur les miroirs, elle ne peut laisser aucune trace d'elle. C'est le prix qu'elle a dû payer en échange de son immortalité. On peut penser que c'est peu cher payé, mais ça la condamne à une éternelle solitude qui est extrêmement difficile à vivre. Et le plot twist du roman, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va se souvenir d'elle. Forcément, c'est un protagoniste masculin, c'est Henri, et s'ensuit une romance, etc. Alors, la romance, il n'y a pas de souci, elle est très saine, très green flag, il n'y a aucun problème avec ça. Seulement, j'ai trouvé que les parties mêlées à Henri étaient un petit peu longues, et j'avoue que les amis d'Henri, mais comment je n'en avais rien à faire. Je comprends leur utilité pour le roman, parce qu'en fait, toutes les fois où Henri va vouloir inviter Adi, etc., il y a ce risque qu'on l'oublie immédiatement et ça pose problème. Donc, ils ont un enjeu pour le roman, mais j'avoue que les passages avec eux étaient trop longs à mon goût. Au-delà de quelques longueurs, il y a quelques révélations, quelques petits plot twists qui sont assez sympas autour de Henri, qui font que c'est un personnage très très cool, mais moi je ressors frustrée de cette lecture parce que, comme une vilaine petite capricieuse, moi je voulais autre chose, je voulais une autre fin et surtout je voulais un autre love interest. Donc je suis très triste de cette fin, voilà, elle m'a chagrinée, mais ça restera quand même un très très bon roman et je suppose que toutes les personnes qui l'ont lu ont un petit quelque chose dès qu'ils entendent le fameux « Je me souviens de toi ». Je vous avoue que dans cette liste, c'est le seul livre qui a quelques points positifs. Le reste, ce ne sont que des énormes déceptions. Enfin, il y en a une vraiment catastrophique et le reste sont des déceptions. Donc, let's go, hein. Le livre qui m'a inspiré cette vidéo et le premier auquel j'ai pensé quand je me suis dit « Ok, quelles sont tes unpopular opinions ?» c'est Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix, aux éditions Léa. Ce livre-là, je suis tellement triste de ne pas l'avoir aimé parce que le résumé, le pitch m'a tellement vendu du rêve que quand j'ai commencé à le lire, je suis tombée de si haut, j'étais trop triste. J'étais tellement triste que j'étais dans une espèce de déni. Je l'ai recommencé 3 fois, je l'ai dit NF 3 fois, je n'y arrive pas, ça ne me plaît pas. Le pitch, c'est globalement Londres 1983, des libraires
et de la magie, genre des libraires qui sont en fait des mages, et c'est trop bien parce que c'est le rêve de tout le monde. Et en plus ça me faisait un petit effet Madeleine de Proust parce que ça me faisait penser à une série que j'affectionne tout particulièrement. C'est une très vieille série, Flynn Carson, les aventuriers quelque chose, mais Flynn Carson. Et en fait, ce sont des aventuriers un peu à la Cinéfox, etc., cachés en libraire. Enfin, et leur couverture, c'est d'être libraire. Et cette série, elle m'a tellement fait voyager, elle m'a tellement fait kiffer que je me suis dit, chouette, je vais la retrouver là-dedans. Bah, je le saurai jamais parce que je n'ai pas réussi à dépasser plus de la moitié du livre en fait. Le livre n'est pas nul, attention. Là, je vois très très clair le problème, c'est qu'en fait, le style de l'auteur est très marqué, très prononcé. Ce qui moi me plaît en général, parce que je suis la première à dire que quand on trouve une patte chez un auteur, c'est super, c'est génial. Sauf que là, malheureusement, le style ne me plaît pas. Et quand vous avez un style aussi fort et aussi marqué qui ne vous plaît pas, je pense que c'est impossible de passer au-dessus en fait, malheureusement. En fait, ce livre-là, c'est complètement subjectif parce que si vous aimez le style de Garth Nix, vous allez adorer, je pense, parce que l'histoire avait l'air très originale. C'est un peu farfelu, loufoque, il y a beaucoup de couleurs, d'actions, de mouvements, etc. Pareil, c'était peut-être un petit peu trop pour moi, mais ne doute pas que ce livre aura les capacités de plaire à un grand nombre de personnes parce qu'il a tout pour le faire. Une plume bien définie, un style, il a une histoire sympa, il a l'air d'avoir des personnages chouettes, juste malheureusement pas adapté pour moi. Alors le prochain livre en matière de déception, là vraiment ça a été une surprise parce que je m'y attendais vraiment pas, c'est Cujo de Stephen King. Alors Stephen King, c'est un auteur que j'aime lire de manière très ponctuelle, j'essaie d'en lire un ou deux par an, c'est une petite pause dans le reste, je sais pas pourquoi mais c'est mon moment Stephen King, j'attends le bon mood et ça y est ça part et je m'en boulotte un ou deux. Et en fait ce livre-là m'a été conseillé par quelqu'un sur Instagram il y a très longtemps. Je l'ai lu l'année dernière et j'étais tellement déçue. Je trouve que c'est une des quatrièmes de couverture les plus mensongères que j'ai pu lire. Je vais vous la lire rapidement. Je vais vous lire un tout petit morceau parce qu'elle est assez longue. C'est écrit « Ce qui va arriver à Cujo », donc Cujo c'est un Saint-Bernard de 100 kg. Donc ce qui va arriver à Cujo et à ceux qui auront le malheur de l'approcher constitue le sujet du roman le plus terrifiant que Stephen King ait jamais écrit. Non, c'est faux. Brett et ses parents, leur voisin Vic Trenton et sa femme Donna, blablabla, sont en proie à des terreurs nocturnes, tous vont être précipités dans un véritable typhon d'épouvante. Un cauchemar nommé Cujo. Une des œuvres majeures de Stephen King, un classique d'épouvante, blablabla. On nous ment. Alors, on nous ment parce que ce n'est pas du tout le roman le plus effrayant de Stephen King que j'ai pu lire et Dieu sait que je suis une flippette. Shining par exemple a beaucoup mieux fonctionné, il y en a d'autres. Je vais faire une vidéo sur mes livres de Stephen King, tout ça, donc je vous en parlerai à ce moment-là, mais il y en a d'autres. Et alors j'ai été très très déçue parce que le contrat qui m'a été vendu en matière d'horreur, d'épouvante, etc. dans la quatrième de couverture n'a absolument pas été rempli par Stephen King ou par la maison d'édition qui a fait une quatrième comme ça parce que en fait ce livre-là, moi il m'a plus fait de la peine, c'est l'histoire d'un chien qui tombe malade et du coup tout le monde a peur de lui et il a des problèmes, et ça devient un monstre, il fait peur, etc. Mais à la base c'est juste un chien qui tombe malade. Et en plus de ça, l'épouvante, c'est juste, ils sont dans une voiture, s'ils sortent, voilà, il y a le risque de se faire croquer et tout ça, personne n'a envie de se faire croquer les fesses par un Saint-Bernard de 100 kg. Franchement, on n'est pas dedans du tout. Je le trouve pas effrayant, je le trouve pas stressant. Alors, Stephen King a une spécialité, c'est qu'il fait des descriptions extrêmement précises, très réalistes des personnages. Il décrit avec un réalisme fou la vie classique d'un Américain, d'une Américaine à qui il arrive une tuile. C'est ça en gros l'histoire de Stephen King. Shining, c'est des Américains classiques, ils perdent leur travail, ça se dispute, ils vont dans un hôtel, le drame commence. Misery, un auteur tradit, il a un accident, le drame commence. Enfin voilà, il y a que des trucs comme ça. Là pareil, sauf qu'en fait, les descriptions de la vie de ces gens-là, mais elles prennent tout le livre. Cujo, c'est avec le chien, c'est ça. La description des Américains, c'est ça. Plus de ça, vraiment, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir que Vic machin truc, là, en fait, il est dans une entreprise et que la bourse s'effondre et que blabla, ça n'a aucun impact sur l'histoire. Je veux dire, dans Shining, quand on nous explique que le père de famille a perdu son travail, que du coup il est tombé dans l'alcoolisme, etc., ça a un rapport. Ça explique pourquoi la famille est en train de se détruire. Quel rapport il y a là-dedans ?
Moi je comprends pas. Enfin vraiment j'ai détesté ce livre parce que je n'ai pas compris le principe. Je trouve qu'il y a un triste déséquilibre de réalisme de cette famille qui est coincée et du fantastique. Normalement, fantastique, il est excellemment bien dosé chez Stephen King. Là vraiment j'ai pas compris. Déséquilibré, c'est pas mal écrit, hein. Juste déséquilibre. Non, ça j'aime pas du tout, je valide pas. Je pense que c'est le Stephen King que j'ai le moins aimé de tous ceux que j'ai lus. Et alors là, on attaque la partie la plus difficile de la vidéo pour moi parce que les 2 prochains livres, c'est 2 livres de mes auteurs chouchous. Et vraiment, ça va être difficile, mais il faut rester objectif. Alors, le premier, c'est pas une déception ultime, hein, c'est même pas vraiment une déception, c'est Les Lettres au Père Noël de Tolkien. C'était un des seuls livres que je n'avais pas lu de cet auteur-là et je sais que je suis pas le public. En fait, ce sont des lettres Tolkien a écrit pour ses enfants où il raconte l'histoire du Père Noël, donc on reste dans le style du merveilleux. Le but c'est de faire rêver, voilà, c'est les aventures du Père Noël quoi. Mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus magique, comment vous dire, à ce que ça me fasse un peu plus rêver en fait. Et pas du tout, et pourtant je suis une grande enfant, hein, je suis pas difficile à contenter normalement dans ces cas-là. Quand je lis du jeunesse, je n'ai pas le même regard que si je lis du young adulte ou de l'adulte. Je baisse pas mes attentes, mais j'essaie de me mettre à la place du public qui est visé en fait. Et du coup, j'essaie de faire sortir la petite Kim qui est en moi et celle qui a envie de rêver et de voir des paillettes. Avec Lettres au Père Noël, vraiment, j'ai pas rêvé du tout. Alors, j'ai vu que ce livre-là, même chez les adultes, avait de très bons retours. Je pense juste que j'ai loupé le coche et que c'était pas pour moi. J'étais un petit peu déçue du format que ça prenait et ouais non j'étais pas dedans et pourtant je l'ai lu à la période de Noël. Je sais pas trop expliquer ce qui s'est passé. Si vous l'avez lu, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé parce que vraiment je n'ai même pas d'avis à donner de construit, juste j'ai ce sentiment d'acte manqué. C'est le souvenir que j'ai de ce livre là, c'est un acte manqué. Le prochain livre, ça me déchire le cœur. Je vais le montrer mais franchement le prochain livre c'est La musique du silence de Patrick Rothfuss. Et alors là, ce livre-là, ça devait être un 5 étoiles, et c'en est un 2. Je vous en ai déjà parlé, Patrick Rothfuss est un de mes auteurs chouchous, du moins Le Nom du vent est un de mes livres préférés. La musique du silence est un roman compagnon qui est dans l'histoire du Nom du vent. Déjà, ça me fait un livre en plus parce que les chroniques du tueur de roi ne sont pas terminées. Et en plus de ça, c'est sur Ori. Trop bien! Eh ben non, pas trop bien. J'ai pas détesté ou quoi, mais j'ai vraiment pas aimé parce que j'ai rien appris sur Ori en fait. Alors oui, le but c'est que c'est un personnage extrêmement énigmatique, elle ne parle que avec des métaphores, que de manière incompréhensible. En fait, Ori s'exprime d'une manière tellement étrange que seul le personnage principal des chroniques du tueur de roi, donc Coates, peut la comprendre. Ok, le point de départ il est bon. Sauf qu'en fait, quand vous avez 300 pages avec un personnage que vous ne comprenez pas, qui fait n'importe quoi dans les bas-fonds d'université, qui joue entre les tuyaux, qui donne des noms bizarres aux objets et qui caresse des objets, bah vous avez beau aimer très très fort Patrick Rothfuss et ce qu'il écrit, c'est complexe. Moi j'étais très très triste. En plus, je me suis battue pour l'avoir ce livre parce qu'il est plus édité. Je suis dégoûtée. Sinon, dans un autre registre, donc, il y a ces livres desquels je n'attendais absolument rien et qui ont été d'excellentes surprises. Je vais commencer avec le top du top. Je vais vous sortir mon meilleur stand-alone ou one-shot, hein, comme vous voulez, de l'année 2022. C'est Drawn Woods de Emily Lloyd Jones. Alors ça c'est la version Illumicrate, je crois qu'il n'est pas encore traduit mais il est disponible en tout cas dans d'autres versions. C'est une réécriture de mythes gallois, je peux vous mettre un petit peu d'informations dans la barre d'infos si vous voulez parce que je vous avoue que je ne savais pas du tout, je l'ai su qu'après, dans laquelle on suit Mairead, donc mère, qui a 18 ans et qui a le pouvoir de contrôler l'eau. En fait, elle peut trouver des sources d'eau ou alors carrément aspirer l'eau d'un corps et donc tuer des ennemis. Un prince tyrannique veut l'utiliser pour son armée. Elle était déjà sous son emprise par le passé, elle a réussi à s'enfuir et finalement elle va se faire retrouver. Ce prince un peu tyrannique va essayer d'étendre son pouvoir, etc. C'est un peu dangereux, enfin voilà, le pitch est très classique. Par contre, ce que j'avais bien aimé, c'est cette idée de former un groupe, de partir en expédition pour faire comme un casse en fait, et aller détruire la source de la magie de ce royaume-là. Ça, j'ai trouvé ça assez stylé parce que du coup, on a un truc que j'aime beaucoup en fantasy, c'est ce groupe très hétéroclite de compagnons
qui s'aiment pas toujours d'ailleurs, hein, du coup souvent ça donne des scènes assez drôles, et qui vont partir tous ensemble et en fait ils vont devoir se supporter le temps d'une quête pour atteindre un but commun. Ça c'est la partie très mignonne. La partie un peu moins choupie, c'est que souvent il y a des trahisons, des trucs comme ça brise le cœur, plein de trucs comme ça. Ce livre-là est très très bien, il est excellent, c'est un très très bon young adulte, un des meilleurs que j'ai pu lire. Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai sacrifié des heures de sommeil pour ce livre. Faut savoir que quand je travaille, j'ai de la route, et vraiment c'est compliqué pour moi de me dire allez je tarde etc parce que c'est dangereux au volant, et ben là j'ai sacrifié des heures de sommeil pour ça. Donc c'est que ça en vaut la peine. Ensuite, encore un one-shot, mais cette fois en français, c'est Hôtel Magnifique aux éditions Bayard. Donc c'est écrit par Emily J. Taylor. Donc c'est un one-shot, c'est un young adulte aussi, et franchement il est excellent. En fait, l'Hôtel Magnifique est un hôtel qui vagabonde de ville en ville, et quand il se pose, c'est pour le divertissement des habitants de la ville dans laquelle il se pose ou pour recruter du personnel. Il faut savoir que personne n'a le droit d'entrer dans l'hôtel si ce n'est le personnel qui est recruté ou les personnes qui ont un carton d'invitation. Ce qui se passe à l'hôtel doit rester à l'intérieur de l'hôtel parce qu'il y a des prestations à base de magie, etc. Donc c'est le secret de l'Hôtel Magnifique. Donc on suit deux héroïnes qui sont sœurs. La première va être embauchée à l'hôtel en tant que chanteuse et la seconde va être recalée. En fait, elles ont postulé parce qu'elles vivaient une vie assez médiocre et elles aspiraient à mieux. Quand la plus grande va se faire recaler, elle n'est pas d'accord et donc elle va s'infiltrer dans l'hôtel. S'ensuit plein de découvertes très très macabres. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais le livre est très sombre, parfois même un peu sanglant. Vraiment, c'est très visuel en plus. Alors, c'est pas choquant, hein, mais c'est surprenant. Parce qu'on s'attend à lire un petit truc un peu pipou, mignon, avec de la magie. Pas du tout, pas du tout. J'ai été très contente de voir que dans ce livre-là, on a un vrai méchant. Vous savez, souvent dans les livres, les méchants, ils sont méchants parce qu'ils ont une raison. Ils ont perdu quelqu'un, ils ont une enfance nulle, ils sont rejetés, blablabla. Non, le méchant là-dedans, il est méchant parce qu'il a envie et parce que c'est vraiment un très vilain monsieur. Donc j'adore, c'est trop bien, j'adore les vrais méchants. C'est un vilain personnage jusqu'au bout, complètement gratos. Et en plus de ça, c'est très très bien écrit, c'est bien traduit en tout cas. Vous avez de quoi passer un très très bon moment avec ce livre. Je trouve qu'en plus, on en a quand même pour son argent. Alors il est à 18€, certes il imprime en Europe, certes ça fait pas plaisir du tout. Mais c'est un très bon livre quand même, et surtout la fin, elle est vraiment spectaculaire. La fin, elle est pleine de couleurs, de fiou fiou, ça fait comme ça partout là, piou piou piou, et c'est génial, on en prend plein les yeux, c'est super. Donc quand je dis qu'on en a pour son argent, c'est peut-être pas en matière de pages, d'impression en France, etc. Mais c'est que on paye vraiment pour une bonne fantasy young adulte, très originale et avec des personnages qui ne sont pas clichés du tout, et avec une écriture plutôt mignonne. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'un excellent livre de littérature anglaise, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Vous ne connaissez pas Daphné du Maurier, c'est une autrice anglaise spécialisée dans le roman gothique. Donc encore une fois, on va être dans des romans d'ambiance, dans des manoirs, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment très très bien. Et surtout, c'est une des plus jolies plumes que j'ai pu lire. Dans ce livre-là, on suit une jeune fille dont on n'a pas le nom tout le long du roman, qui va rencontrer le beau, le grand Maxime de Winter, qui est le bachelor le plus en vogue. Ils vont finir par se marier, et donc cette jeune fille va emménager dans le domaine de Maxime de Winter, qui est Menderley. Sauf que c'est le début du drame, parce qu'en fait, Maxime de Winter était marié à une femme qui s'appelle Rebecca, qui est absolument partout dans le manoir. Elle est malheureusement décédée et elle a laissé son empreinte absolument partout. Les domestiques ne jurent que par elle. On a du mal à savoir si Monsieur de Winter est totalement défait de cette première union ou pas du tout, s'il a encore des sentiments pour son ancienne femme. Et surtout, et c'est là que Daphné du Maurier a fait une masterclass d'écriture, c'est que l'empreinte de Rebecca est partout. Mais quand je vous dis partout, c'est que ce personnage, il est présent alors qu'il est censé être mort. Et on a un personnage principal qui n'a pas de nom, qui est timide, qui est très très effacé, et en contraste, Daphné du Maurier nous met un personnage qui est mort, qui est censé être absent, qui est censé ne pas être là, transparent tel un fantôme,
et qui ne fait que rayonner, qui ne fait qu'être présent tout le long du roman. Ce roman transpire la présence de Rebecca en permanence et de toute façon il a son nom. Je veux dire, c'est pas un roman éponyme parce que c'est pas Rebecca le personnage principal officiellement, quoique on finit par se poser des questions finalement tellement elle est là. Vous voyez, c'est ce jeu-là qui est absolument incroyable, c'est de rendre vivant un personnage qui est censé être décédé. Je trouve que c'est incroyablement bien fait, que c'est vraiment une prouesse d'écriture qui mérite d'être saluée parce que c'est trop bien. Encore une fois, c'est un peu un roman d'ambiance, il n'y a pas de l'action à tout va, il ne se passe pas beaucoup de choses, ça reste un roman tranche de vie où on suit les aventures de cet personnage dans le domaine de Menderley, on suit ses aventures avec son mari, etc. Enfin, je dis aventure, en soi on suit son quotidien parce qu'il n'y a pas vraiment d'aventure. C'est un vrai page-turner hyper addictif et je suis désolée mais Rebecca, moi, elle me fait un peu froid dans le dos des fois parce qu'en fait, ouais, ça fait presque surnaturel alors que c'est pas le cas quoi. Ça fait vraiment présence fantomatique qui est là derrière notre épaule, qui nous gêne, cette espèce de froid qu'on a dans le cou là, genre t'es pas censé être là quoi. C'était la première fois en fait que je me lançais dans ce genre de livre là, pareil, c'est une recommandation faite sur Instagram. Ça a été une excellente surprise, je pensais pas autant aimer et vraiment j'ai tourné les pages à une vitesse folle. La personnage principale, elle m'a très vite saoulée parce qu'en fait, elle arrive dans ce manoir et c'est vrai que je veux bien qu'elle soit très jeune, je veux bien qu'elle soit timide et que beaucoup de gens soient contre elle parce qu'elle remplace Rebecca alors qu'ils adoraient Rebecca. Mais au bout d'un moment, moi j'avais envie de la secouer, j'avais envie de dire mais s'il te plaît quoi, défends-toi, fais quelque chose, tout le monde te manque de respect alors que t'es la nouvelle Madame de Winter, mais sois Madame de Winter, fais quelque chose. Et elle n'arrive pas en fait, elle n'arrive même pas tellement elle est oppressée par la présence de Rebecca. Par exemple, elle ne peut pas aller dans son bureau, c'est censé être son bureau à elle, l'ancien bureau de Rebecca, et ben non, c'est toujours le bureau de Rebecca, il est hors de question qu'elle déplace ses affaires, qu'elle y touche, qu'elle lise le courrier, etc. Enfin, c'est terrible parce qu'en fait, on n'a pas envie de détester cette petite personnage au profit de Rebecca. On se dit mais la pauvre, elle n'a tellement rien en charisme comparé à l'ex-femme de Maxime de Winter que c'est difficile quoi. En même temps on a envie de la secouer, en même temps on la comprend, on compatit pour elle et elle nous agace. Ce roman en fait est très bien parce qu'il nous fait vivre beaucoup d'émotions, il nous fait réagir, on n'est pas actif pendant la lecture et vraiment j'ai hâte de découvrir d'autres romans de Daphné du Maurier parce qu'il paraît qu'ils sont tous comme ça, il paraît que c'est tous des dingueries. Je trouve que Daphné du Maurier a une écriture absolument somptueuse, elle arrive carrément à vous décrire la beauté d'un paysage qui se fait bouffer par une espèce de laideur que sont les ronces, etc. Donc en fait on a cette image de rosier qui se fait agresser par les ronces, qui se fait étouffer, blablabla, on arrive à tout se faire dans notre tête et c'est hyper visuel, c'est hyper beau, enfin moi le manoir je l'avais dans la tête quoi. Et à côté de ça, je suis désolée, je vais balancer une balle perdue, mais à côté de ça on me vend Notre-Dame de Paris de Victor Hugo où on me dit oui mais tu vas voir Victor Hugo il décrit statue par statue, brique par brique Notre-Dame. Jamais de la vie j'ai eu Notre-Dame en tête comme j'ai eu le manoir de Menderley. Si vous aimez les descriptions de paysages, de faune et flore, si vous aimez quand l'écriture est presque poétique, lyrique, douce comme ça, que ça chante à vos oreilles, Rebecca de Daphné du Maurier. Et je vous promets une fin grandiose. C'est tout pour cette petite sélection. Alors bien sûr j'aurais pu ajouter d'autres livres mais je vous en ai déjà parlé. Dans ceux que j'espérais des 5 étoiles qui m'ont déçu, bien sûr on aurait pu ajouter Verity. Il y a Ces plaisirs violents aussi mais je vous avoue que j'estime ne pas en avoir lu assez pour pouvoir en parler correctement mais ça a été une de mes déceptions aussi. De l'autre côté dans les livres desquels je n'attendais rien, j'étais très agréablement surprise, on aurait pu rajouter Verity aussi de Colleen Hoover, mais j'en ai déjà parlé. Nous rêvions juste de liberté, voilà, c'est des livres dont j'ai déjà parlé donc je voulais pas les remettre ici. Mais que voilà, petite sélection comme ça, c'était un peu plus sympa. J'espère en tout cas que l'idée vous a plu, que la vidéo en elle-même vous a plu. N'hésitez pas à me dire lesquels sont les vôtres, bien sûr, à me dire si vous avez lu certains livres ou si vous auriez échangé de catégorie, genre si Cujo pour vous a été une excellente lecture alors que vous n'en attendiez rien, vice versa. Je suis très curieuse de savoir quelles sont vos bonnes surprises à vous. En tout cas, je vous remercie encore une fois très fort de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous!